Bonjour. Donc, nous allons nous lancer dans la présentation des résultats d'une fouille au NIDEC de Corté. Désolée Marie-Laurence, Laura, on va pas du tout respecter les 20 minutes, mais on va essayer. Euh, J'ai perdu déjà une minute. Le NIDEC, c'est où? Eh bien, c'est cette partie sommitale qui émerge de Corté, de la citadelle, et qui surplombe la ville. Comme l'a dit Marie-Laurence, c'est dans le cadre des travaux de restauration et de réaménagement menés par la collectivité qu'une prescription de diagnostic avait été établie. Et les résultats de ce diagnostic avaient mis en évidence les arases d'une tour, tour également documentée par les sources écrites, puisque le site a été édifié en 1419 par Vincentello d'Istria. Et l'existence de cette tour n'était pas inconnue, puisqu'elle est documentée jusqu'à la fin du 19e par différentes photographies. À ces résultats s'ajoutent différents niveaux d'occupation, différentes maçonneries, et qui ont contribué à la prescription de fouilles préventives. Concernant le contexte documentaire, la plus ancienne représentation du nid d'aigle date de 1541. C'est un document notarial qui concerne la case à Polydore et qui se situe juste en contrebas du site, ce bâtiment. Et autant dire que la fortification là, fait objet de figuration. On essaie, avec Marion, de localiser la porte, de comprendre comment s'organise ce château. Mais aujourd'hui, les éléments archéologiques en notre possession ne permettent pas d'assurer les composantes de ce dessin, et surtout qu'il y a un problème de perspective. Néanmoins, ce document existe et s'ajoute à différentes sources qui sont traités en collaboration avec Vanina Mark et Vanko Ollert, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Corse. Mais le corpus documentaire est beaucoup plus dense pour la période moderne, et c'est à partir de la fin du XVIIIe, lorsque les Français construisent la citadelle, à partir de 1769, que nous avons quasiment toutes les décennies un plan qui nous permet de représenter à la fois l'existant, les bâtiments existants et les différents projets. Donc ces documents sont assez précieux puisqu'ils nous ont permis d'accompagner les observations. Mais avant d'aborder la question des observations, il y a le déroulé du chantier. Oui, alors cette opération, eh bien, elle a été réalisée sous différentes contraintes. La première, c'est l'accessibilité du site, hein, puisqu'il n'est pas possible de monter d'engin de chantier, autrement que par héliportage. Donc on a fait héliporter une mini-pelle pour pouvoir réaliser le décapage du site. Et puis, il a fallu également acheminer à pied tout le matériel nécessaire à la fouille, à l'étude. Donc, une autre contrainte qui s'est rajoutée, c'est le fait que le site a été diagnostiqué, a fait l'objet d'un diagnostic environnemental et qu'il contenait de l'amiante, donc de l'amiante environnemental, et ce qui a engendré le fait qu'on mette tout un protocole en place pour se conformer à la législation du travail. Il a fallu réaliser beaucoup de tâches administratives en amont de l'opération pour pouvoir mettre en place des modes opératoires, des plans de retrait des terres, avoir un suivi médical très renforcé. On a fait des radiographies des poumons. Il a fallu s'équiper de pays particulières pour pouvoir travailler avec des masques, avec assistance respiratoire, etc. J'en passe. Et donc, c'était un contexte un peu particulier pour nous. Donc, on a réalisé cette fouille donc sur février-mars de 2025. Donc l'emprise de fouille, on la voit sur la photo en haut à gauche, avant le décapage. Donc c'est une petite surface qui fait 250 mètres carrés, mais qui est relativement dense en vestiges. Et puis cette opération, elle a été réalisée par Émilie Thomas, qui était responsable, et puis moi-même comme technicien et topographe. Donc, on a réalisé un décapage sur 3 jours avec cette micropelle, et puis pendant 15 jours ouvrés, eh bien, on a pu procéder à la fouille des vestiges. Voilà un
c'est à toi, je crois. Donc voici une orthophoto des vestiges au terme de la fouille, donc sur l'image de gauche, et vous avez ensuite le plan avec la répartition des vestiges. Donc vous voyez que la partie nord est essentiellement occupée par la tour, et ensuite on a toute une imbrication de maçonnerie qui ont, et vous le comprendrez par la suite, pas forcément été coupés, enlevés pour essayer de comprendre ce qu'il y avait en dessous. Donc, en ce qui concerne la période médiévale, donc l'une des principales composantes et la principale composante d'une fortification médiévale, c'est une tour. Donc, la tour, la voici. Euh, je vais continuer à parler pour voir s'il faut bien caler le micro. C'est bon, le micro est bien calé. Donc, la tour, la voici. Elle respecte un plan quadrangulaire, en partie maçonné, et c'est en partie le substrat aussi qui dessine ce plan quadrangulaire. Le substrat a été taillé. Tout à l'heure, je vous parlais d'une photographie qui représente la tour à la fin du 19e siècle, la voici. Alors bien évidemment, le bâtiment que l'on voit ne correspond absolument pas à la tour érigée par Vincentello d'Istria, enfin à l'initiative de Vincentello d'Istria, puisque le nid d'aigle, les vestiges, les bâtiments du nid d'aigle ont fait l'objet de nombreuses destructions, reconstructions, et au cours du 19e siècle, la tour avait été utilisée comme magasin à poudre, et elle avait été en grande partie reconstruite. Donc la difficulté quand on fait la lecture du bâti, de ces maçonneries existantes, c'est qu'on a, et vous le voyez sur les deux photos du bas, on a une maçonnerie qui est peu conservée, appareil très hétérogène, et qui témoigne voilà, tout simplement des différentes reprises qui ont été engagées. Néanmoins, on constate que les maçonneries sont directement ancrées sur le substrat fleurant. Il n'y a eu aucun décaissement du substrat. Les bâtisseurs se sont adaptés à cette contrainte topographique. Et c'est un des éléments caractéristiques aussi des occupations et des fortifications médiévales, c'est l'adaptation au relief assez exigu. Ce relief permet d'assurer la défense du site, puisque c'est le deuxième ingrédient qui est nécessaire pour bien composer une fortification médiévale, c'est la défense du site. Là, dans ce cas, même si l'archéologie ne permet pas de documenter avec précision l'enceinte, le tracé de l'enceinte médiévale, il n'empêche que le plan de 1785 nous permet de constater que sur le flanc ouest, l'espace est relativement réduit entre la falaise, la paroi verticale schisteuse, enfin plutôt de métabasalte, à l'inverse du plan de 1848. Donc on peut considérer que ce plan de 1785 que je vous présente, et on a des plans un peu antérieurs qui représentent ce même secteur et cette étroitesse entre les bâtiments et la falaise, pourrait tout à fait correspondre à la configuration de la fin du Moyen-Âge. Le mur d'enceinte que l'on a ici, cette petite maçonnerie, ce tronçon de mur, on l'a retrouvé, on a retrouvé du moins son soubassement en fouille. Maçonnerie assez grossière. Et progressivement, le problème de ce site, c'est l'exiguïté de la plateforme sommitale. Il a été nécessaire de l'agrandir. Et donc, en 1810, on a un agrandissement qui est documenté par ce plan de 48, avec la création de ce mur. Et la création de ce mur, que vous avez ici, et c'est le mur qui est représenté, c'est le mur que l'on voit aujourd'hui sur côté Tavignane. Ce mur est suspendu. Et donc, pour arriver à le soutenir, ils ont mis en place ce mur qui sert à asseoir la voûte en encorbellement que l'on voit aujourd'hui lorsqu'on est du côté du Tavignane. Donc là, toute cette partie, elle n'est pas tenue elle n'est pas sur le socle rocheux, et elle a permis d'agrandir la plateforme sommitale. Mais là, on est dans la période moderne. L'autre composante d'une fortification, c'est une enceinte, c'est une citerne, pardon. Voilà, puisque à l'occasion de cette fouille, on a pu découvrir une citerne qui n'était pas du tout documentée par la documentation ancienne dont vous a parlé Émilie. Voilà, sur l'ancienne documentation graphique, il n'en a été jamais fait mention.
On a uniquement un indice sur les derniers plans qui ont été dressés par les derniers architectes intervenant sur le projet de valorisation. C'est ici sur le plan là, cette petite saillie qu'on voit dans la maçonnerie et qu'on voit sur la photo en bas à gauche, qui qui semblait indiquer une autre structure qui se trouvait derrière. Et au cours du 1er jour de décapage, eh bien, on a eu la chance de découvrir, sur ce que vous voyez en haut à gauche, de l'os plate qui scellait l'ouverture de la citerne. Donc, rapidement, eh bien, on a entrepris la fouille de la structure. Donc, c'est une citerne qui mesurait près de 2 mètres de longueur, en incluant le goulot d'entrée, 2 mètres de hauteur, sur en moyenne 1 mètre de largeur. Cette citerne était en grande partie comblée. On a plus d'1 mètre de comblement et de stratigraphie qui a pu être étudiée. On voit également des aménagements à l'intérieur de cette citerne. On voit des traces de réparation. On voit les matériaux qui sont employés. Vous voyez sur la photo de droite les conduits qui permettent d'acheminer l'eau à l'intérieur de la citerne, les niveaux de stagnation de l'eau. Avec ces différentes entrées, ces apports d'eau, on comprend qu'il y a eu des réaménagements en surface qui ont amené les bâtisseurs à déplacer ces entrées, à en condamner certaines. Et sur la paroi opposée, eh bien, il y avait une autre ouverture qui correspond au trop-plein d'eau. Alors les dimensions de cette citerne sont relativement réduites, hein, puisque ça permettait de contenir à peine 3 mètres cubes. Je crois que c'est un petit peu ce qu'évoquait Pierre-François hier dans sa communication, c'est que, c'est une citerne qui est de dimension réduite, qui peut apporter qu'une petite réserve d'eau à une garnison, surtout en cas de siège. Et puis, au cours de la fouille de cette citerne, on voit, sur la photo de droite la coupe stratigraphique. Bien, on a découvert une abondante quantité de mobilier, hein, de la céramique, beaucoup de faune et une faune très, très particulière qui se trouvait au fond puisque c'est celle d'un individu, âgé entre 29 et 50 ans, heu, dont on aura, l'occasion de vous reparler, assez prochainement plus en détail, lors du colloque du GAF, puisqu'on attend encore quelques résultats, notamment le C14, même si on sait qu'on est sur des périodes récentes et que la fourchette va être relativement large. Et puis, on a aussi quelques pistes de lecture sur l'identité de l'individu, mais on en reparlera plus tard. Donc on a, pour ce qui est, toujours du contexte, et de la problématique, de l'hydraulique. Alors on s'en est rendu compte aussi, pendant la fouille, hein, puisqu'on a reçu, comme nos collègues, des seaux d'eau sur la tête pendant les mois de février-mars, de 2025 et que, bien, cette, eau, de ruissellement, cette eau qui venait des toitures des bâtiments, devait faire l'objet d'un souci permanent. Il y a des structures hydrauliques, qui ceinturent toute, l'ancien emplacement de la tour avec, au nord du site, heu, sur cette partie-là, un caniveau qui a été retrouvé, qui est orienté sud-est-ouest, qui va permettre de recueillir les eaux de ruissellement des toitures pour les évacuer vers une gargouille à l'extérieur de l'enceinte. A contrario, on a au sud de la tour, c'est-à-dire ici, une structure de plan quadrangulaire. Il s'agit d'un citerneau qui va permettre de recueillir les eaux de ruissellement, certainement de la toiture de la tour, pour être filtrées avant d'être acheminées par un autre conduit qui se déverse dans la citerne. On a ensuite un troisième conduit, probablement très tardif, qui permet à nouveau au sud de la tour d'évacuer l'eau à l'extérieur de la fortification. Concernant le mobilier archéologique collecté, il provient essentiellement de la citerne. Donc, on a un petit lot d'objets en matière dure animale, en l'occurrence 45 déchets de production de boutons. Donc, on comprend quelles étaient les activités
de la garnison. Parmi ce mobilier, on a un fragment de couteau en os qui est assez bien conservé. Et chose atypique, c'est ce peigne en dentine d'éléphant. Oui, Laurence, c'est assez exceptionnel, c'est top. Il est assez bien conservé, donc on est ravis de ce mobilier donc en matière dure animale. Le mobilier en terre cuite, eh bien, pour changer un peu, on a tout un petit lot de pipes avec des provenances assez diverses, comme vous le voyez, des pipes locales, production locale, des pipes ottomanes, d'autres plutôt vénitiennes et enfin d'autres d'Europe du Nord. Le mobilier céramique, donc on a en tout à peu près 1000 tessons. Et sur les 1000 tessons, il y en a 850 qui proviennent de la citerne. Donc heureusement qu'on avait la citerne. Et ce qui est bien, c'est que depuis la fin du 18e, elle n'a pas été polluée. Donc on a un mobilier qui reflète la vie économique et de la vaisselle de cette période 17e, 18e. Les productions sont essentiellement des productions italiennes avec ces vaisselles d'Albisola à terre noire, à taches noires, pardon. Et concernant le mobilier médiéval, on a quand même un petit lot, une centaine de tessons de majolique archaïque à décor vert et brun qui ont été collectés au niveau du soubassement, le mur d'enceinte que je vous ai présenté précédemment. Et donc, ça nous permet là aussi de fixer la datation de ce niveau. Je te confirme, Laurent, on n'a pas de céramique à reflet métallique, donc je ne peux pas attester d'échange avec l'Espagne, malheureusement. Pour le reste du mobilier métallique, Bien donc on a aussi, 2 monnaies qui ont été trouvées dans la citerne. C'est bien parce que ça nous a permis d'affiner la fourchette chronologique, hein, de bien la resserrer. Donc on sait que la citerne a été, condamnée définitivement à la fin du XVIIIe siècle et on a pu également retrouver, dans cette citerne, 3 boulets de canon qui sont toujours dans leur bain, qui trempent toujours dans leur bain en cours de stabilisation. On devrait récupérer prochainement et on a aussi sur l'ensemble du site tout un lot de balles en plomb, hein. On est sur un site militaire, c'est pas très étonnant. Un peu plus étonnant, c'est le fait qu'on ait pu trouver des carreaux d'arbalète, mais ceux-ci se trouvaient dans des couches sous le niveau d'une des dernières terrasses maçonnées de la plateforme et ils accompagnent évidemment un petit lot de céramique médiévale, d'une centaine de tessons. Donc ces 3 carreaux d'arbalète qui ont été restaurés. et donc pour les 2 minutes qui nous restent, l'opération, donc je vous l'ai dit, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de restauration et de valorisation du nid d'aigle. Au cours de l'opération qui a été rendue un peu compliquée par le contexte amiante, euh, et en raison de la nature des vestiges, parce que initialement il était prévu que seules les arrases de la tour soient mises en valeur, et au vu des découvertes, et grâce à la réactivité à la fois des services de la collectivité, que je remercie, de notre interlocutrice Marion Tranois, du service régional de l'archéologie, il a été décidé finalement de conserver plus que ce qui était prévu. Et donc, on a c'est le projet qui a été complètement réexaminé, revisité. Et donc, on a aujourd'hui le plaisir, avec un peu d'émotion quand même, de se dire que voilà, on intervient en archéologie préventive, que les vestiges, il a été accepté par le service régional de l'archéologie, que tous les vestiges ne soient pas détruits, entamés dans leur intégrité. On a veillé à examiner au plus précis quand même toutes les informations, à récupérer toutes les informations pour leur compréhension, de manière ensuite à ce qu'ils puissent être mis en valeur dans le cadre de ce projet. Donc merci au service régional de l'archéologie, Laurent, Laetitia, Laurent, et merci à la collectivité.